bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous sacré de votre magazine Actu 60 officiel, mesdames et messieurs. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous un homme de lutte, il défend toujours le syndicat. Il s'agit de Monsieur Fidèle Kiangi, président de la Confédération syndicale du Congo CEC. C'est avec nous, nous allons essayer de parler sur sa vision, son cheval de bataille à la tête de ce grand syndicat qui existe depuis des années. Là, je pense, paix à lui, paix à son âme, Monsieur Boboliko Lokonga. Et voilà, et puis sur notre question concernant les travailleurs. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Monsieur Fidèle Kiangi, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Comment allez-vous? Je vais comme vont les travailleurs congolais et les fonctionnaires. Ils vont bien ou ils vont mal? Bon, c'est mitigé. Ça va, ça ne va pas, mais nous sommes là pour faire en sorte que ça puisse marcher. Et voilà, vous êtes à la tête de ce grand syndicat depuis quelques mois. J'aimerais un peu savoir quelle est votre vision? Quel est le nouveau vent que vous avez apporté? Bien, madame, merci pour les soucis que vous portez sur la Confédération syndicale du Congo. Nous sommes à la tête de ce syndicat depuis une année et 5 mois, parce que nous avons pris la direction de la CEC au mois de novembre 2024. Donc, nous sommes là. Notre vision pour la CEC, c'est la refondation de la CEC. Notre syndicat s'est retrouvé à un moment donné par terre, par manque de leadership, par manque d'une gestion responsable, par manque de vision et par manque de transparence dans la gestion. C'est comme cela qu'il y a une année et 5 mois aujourd'hui, si je ne me trompe pas, les membres de la Confédération syndicale du Congo venus de partout, de toutes les provinces de la République démocratique du Congo, nous ont confié la charge. Vous avez confié la charge que vous avez utilisé la politique des hautes tolérées que je m'y mette. Je n'en avais pas besoin, madame, parce que ce que je faisais avant d'être président, c'était déjà mieux que de chercher à faire la politique, comme vous le dites là, des hautes tolérées que je m'y mette. Au syndicat, il n'y a pas de politique de haute tolérées que je m'y mette. Au syndicat, ce sont les textes qui nous régissent. Ces textes qui nous régissent nous obligent de rester sereins et cohérents, de les respecter. Quand vous ne les respectez pas, les textes vous rappellent que vous aviez le droit de les respecter. Donc, nous avons été portés à la tête de la CEC, pas par notre volonté. Vous êtes sûr? Non, c'est la volonté des membres. C'est quand même un grand syndicat qui existe depuis des décennies, un syndicat, un poste qui est envié aussi par plusieurs, dont vous bénéficiez de plusieurs avantages. Vous pensez que ce n'est pas par votre volonté ou c'est juste pour faire plaire à notre caméra? Non. Malheureusement, pour vous, vous n'avez pas pris part au premier conseil national que nous avons organisé pour que les membres viennent évaluer notre première année à la tête de la CEC, qui s'est tenue du 2 au 6 mars. Si vous étiez là, vous n'alliez pas poser cette question-là. Je sais que prochainement, M. Hilaire Vimine va vous inviter. Allez-y. C'est possible. C'est possible si vous restez en contact avec lui. Donc, c'est pour vous dire que la vision de la CEC, c'est la refondation, la remise de la CEC à son niveau, le leadership de la CEC que nous avons récupéré. Nous continuons à faire en sorte que la CEC continue à être la première organisation de la République démocratique du Congo. Nous continuons à faire en sorte que ceux qui ont créé la CEC ne puissent pas, là où ils sont, même si ils sont dans l'au-delà, qu'ils ne puissent pas regretter d'avoir créé ces syndicats. Notamment, nous pensons, comme vous l'avez dit, notre ami André Boboliko Lokonga,
et puis à Kikongi Dimouissa Fernand. Nous allons penser aussi à Dounia Moutimanoa. Nous pensons à Guy Collet, la paix à son âme. C'était notre président, notre ami, bien que le Congrès avait décidé de sa révocation avec son équipe. Mais il reste notre ami, notre frère, et nous disons paix à son âme. Nous n'avions pas voulu qu'il en soit ainsi, mais Dieu, dans sa souveraineté, décide qui il veut prendre et quand il veut le prendre. Nous lui rendons grâce. Donc voilà. Parlons de la refondation de votre syndicat. Je veux un peu savoir quelle sera votre touche particulière. Parce qu'un jour vous partirez, un jour vous laisserez ce pantoufle du pouvoir. Lorsque vous ne serez plus là, de quoi les gens penseront de vous? La touche particulière. La touche particulière pour nous, c'est de devoir refonder la CEC. Remettre la CEC là où elle devrait être. Vous vous souviendrez que la CEC était première organisation, mais ce n'est pas elle qui dirigeait l'intersyndical national du Congo. Mais depuis que nous avons pris la tête de la CEC, notre première ligne, c'était de récupérer le leadership de la CEC. Et nous l'avons récupéré. Aujourd'hui, c'est nous qui présidons l'intersyndical national du Congo. Parce que nous sommes la première organisation. Et notre souci, c'est de garder la CEC comme première organisation. Deuxième chose, demain nous allons partir, nous sommes en train de mettre en place des mécanismes de telle sorte que qui que ce soit deviendra président de la CEC ne puisse pas être pris par une folie de croire que la CEC devient son organisation à lui. Non. C'est comme ça que notre première action a été la révisitation de nos statuts. Mettre fin au désordre, parce que les désordres qui se vivaient à la CEC trouvaient son fondement dans les statuts. Notre statut hier disait le président a un mandat de 5 ans renouvelable. Renouvelable combien de fois? On ne disait pas. Alors ceux qui devenaient présidents pensaient qu'ils avaient le droit de rester pendant ad vitam. Ils avaient le droit de vivre, de rester président pendant 5 mandats, 6 mandats, 20 ans. Non. Je me suis donné, moi, la retraite en disant, vous prenez la tête de la CEC, vous n'avez que 5 ans de mandat renouvelable une seule fois. Et après, vous partez. Parce que ce n'est pas mon organisation. Et nous sommes en train de mettre en ordre pour que qui que ce soit viendra après. Est-ce que demain, vous ne changerez pas de langage comme des politiques? Mais nous avons... Vous voyez, on va faire encore ceci, il n'y aura pas élection. Attendez d'abord. Madame... Parce qu'aujourd'hui, plusieurs syndicats ou encore ne font que copier les politiques. À la CEC, il n'en sera pas question. C'est comme ça que nous avons mis les bouchées doubles. Pas question de 3e mandat à qui que ce soit. Et le mandat, c'est 5 ans. Ça doit être entendu. Et ça a été voté par tous les membres. Tu viendras le faire, tu passeras par où? Tu commenceras par où? Bon, c'est vrai, les membres peuvent dire que, bon, en tout cas, tu restes encore un mandat. Ce sont les membres qui doivent décider. Ça ne doit pas venir de moi. Mais au moins, les textes ont légiféré. Les textes sont clairs. 5 ans renouvelables une seule fois. C'est tout. Si vous accomplissez ça, vous partez. Et ça, nous allons faire en sorte que même le membre ne puisse pas recourir à quoi que ce soit pour que quelqu'un puisse faire 3 mandats. Sinon, ça risque de créer un précédent qu'on ne saura pas gérer. On accuse souvent, vous, le président des grands syndicats ou encore d'autres syndicats similaires, d'être en connivence avec le pouvoir. Au lieu de défendre réellement, correctement les droits des travailleurs, mais vous êtes en connivence avec les tenants du pouvoir. Et lorsque vous revenez, vous serez là juste pour saler la bouche des travailleurs. Madame, la Confédération syndicale du Congo, ce n'est pas ça sa logique.
la personne qui a créé la CEC nous a laissé une ligne directrice à suivre. C'est-à-dire qu'à la CEC, nous ne sommes pas des ennemis du pouvoir, nous ne sommes pas non plus des membres des partis politiques. Nous sommes partenaires du pouvoir, nous sommes partenaires des employeurs, nous sommes partenaires de tout le monde. Lorsque vous faites quelque chose de bien, nous vous applaudissons, nous vous soutenons. Mais lorsque vous allez à côté, vous ne pouvez pas compter avec la CEC. Je m'en veux vous donner une preuve. Les employeurs du Congo avaient besoin qu'on puisse revoir les SMIC. On ne l'a pas revu, madame. La CEC a crié haut et fort. 21 500 ou rien. Quelles que soient les sollicitations qui sont venues. Non. Pas plus tard que hier, nous venions d'écrire à la première ministre pour lui demander de convoquer la commission paritaire et pour les agents et fonctionnaires de l'État. Parce que le chef de l'État, le 24 avril 2025, avait lancé les travaux sur la politique salariale. Ces travaux ont connu un début d'exécution. La sous-commission a fait son travail. Et nous attendons la convocation de la commission paritaire pour que nous puissions valider ce travail et que le 1er janvier 2027, la politique salariale pour les agents publics de l'État soit d'application. Nous attendons, nous lui avons donné un ultimatum. S'il ne nous répond pas, s'il ne nous donne pas, s'il ne convoque pas la commission paritaire, nous allons convoquer les agents pour se mettre à leur disposition, qu'ils nous disent qu'est-ce que nous devons faire. Et nous avons, à la même occasion, écrit au chef de l'État. Nous le prenons à témoin pour que lui demande à son gouvernement de vider cette question. C'est lui qui a lancé les travaux de la politique salariale. C'est lui qui doit venir aussi les clôturer. Mais pour les clôturer, nous attendons qu'on vide la question avec le gouvernement. Madame, la corruption n'est pas notre cheval, n'est pas notre accompagnateur. Non, nous ne sommes pas des alliés de la corruption. Nous sommes travailleurs, fonctionnaires, nous les demeurerons. Et notre métier, c'est défendre le travail des autres. Nous n'avons pas... Le gouvernement n'est pas notre ennemi, j'insiste. C'est un partenaire. Parce que quand vous allez à l'OIT, on vous parle de la tripartite. Il y a le gouvernement, il y a les employeurs, il y a les travailleurs. Donc nous devons travailler en synergie. Nous ne pouvons pas nous comporter comme si le gouvernement était notre ennemi. Non. Le gouvernement n'est pas notre ennemi. C'est un partenaire. Si ça ne marche pas, on se met autour de la table, on dialogue et on trouve des solutions. Vous ne dénoncez pas, vous mettez seulement à la table. Dénoncer. Passer à la dénonciation lorsque ça ne marche pas, hausser le ton. Mais oui, quand ça ne marche pas, mais lorsque vous êtes en dialogue, pourquoi vous devez aller dénoncer? Deux fois, souvent le dialogue ne se solde qu'à des promesses fallacieuses. Oui, c'est et ce sont les travailleurs et les fonctionnaires qui en souffrent, qui sont victimes. C'est pour ça que nous sommes là, parce que nous sommes le groupe de pression. Quand nous nous sommes mis autour de la table et que ce que nous avons convenu, vous ne réalisez pas ça, nous venons avec la pression. Voilà, nous avons convenu. Le chef de l'État a lancé les travaux sur la politique salariale. Maintenant que la première ministre ne convoque pas la commission paritaire, nous l'avons écrit et nous lui avons donné un ultimatum. S'il ne répond pas, s'il ne convoque pas, nous allons nous mettre à la disposition des agents et fonctionnaires de l'État pour qu'eux nous disent quelle est la ligne à suivre. Parce que ce n'est pas nous qui devons décider à leur place. Nous ne sommes que porte-parole. Quand ça ne va pas, nous devons rentrer chez eux. Et qu'eux puissent nous dire qu'est-ce que nous devons faire. Voilà ce que nous devons faire. Monsieur Fidel Kiyanga, à quand les élections dans votre administration publique? Bon, mon nom c'est Fidel Kiyanga. Kiyanga, excusez-moi, monsieur Fidel Kiyanga. Oui. Comme la DGI, la DGRAD, le Conseil supérieur du portefeuille, jusqu'à présent, il n'y a pas d'élection depuis des années. Et si je me souviens bien, même à l'INAC, dont vous êtes président, il n'y a pas encore eu d'élection. C'est comme si vous vous plaisiez de demeurer toujours la présidente. Vous dites une chose son contraire. Merci beaucoup, madame. C'est une question que tout le monde pose, crie à haute voix.
Non, Mais c'est une évidence, c'est tout à fait normal qu'on en parle. Non, oui, il faut qu'on en parle, mais qu'on en Parce parle. que chaque fois que je suis souvent avec les syndicalistes, ce sont les mêmes revendications aussi qui répondent surtout au Conseil supérieur du portefeuille. Il n'y a pas d'élection, c'est comme s'il y a quelqu'un qui bloque, c'est depuis Tibala qui était là, les travailleurs réclamaient des élections. On a promis, malheureusement, rien ne s'était fait, et jusqu'à présent. Non, madame, les élections, ce ne sont pas les syndicalistes qui doivent les organiser. C'est ça le problème. Les gens ne sont pas formés. Ils parlent comme tout le monde à la rue. Mais faites pression au ministère de la fonction publique et du travail. Faire pression sur le ministre de la fonction publique, c'est une bonne chose. Moi, je suis président de l'INAP depuis 2013. Je suis à ma 13e année. 2013, vous êtes devenu un gourou. Ça fait 13 ans, alors que le mandat est de 3 ans. Mais je voudrais d'abord faire une pédagogie. Que les élections syndicales, ce n'est pas les syndicats qui les organisent. Ce sont les employeurs. Pour les agents et fonctionnaires de l'État, l'employeur se trouve être le gouvernement. Pour les travailleurs du secteur privé qui sont régis par les codes du travail, les employeurs, ce sont des entreprises et sociétés, établissements de toute nature. C'est à eux d'organiser les élections. Bien que les calendriers des élections doivent être administrés par le ministre du Travail. Ça, c'est d'abord par principe. Ce n'est pas moi qui a la charge d'organiser les élections. Parce qu'il y a des syndicalistes non formés qui ne connaissent rien, qui ne visent qu'à devenir syndicalistes pour se faire corrompre. Et ils pensent que moi, je suis là parce que je ne veux pas partir. Non, moi, j'attends les élections. Mais les élections doivent être organisées. Et vous manifestez pas cette volonté là. Mais attendez, madame, vous ne savez pas ce que nous faisons, madame. Les élections doivent être organisées dans le respect de l'art. On ne doit pas organiser les élections pour organiser. Qu'est-ce qui manque? Pour l'administration publique, les dernières élections, nous les avons eues en 2013. Les élections qui suivaient, les mandats prenaient fin en 2016. Mais où le gouvernement a organisé les élections au niveau des services centraux sans organiser les élections dans les divisions provinciales. Vous faites quoi? Nous avons demandé qu'on organise les élections sur toute l'étendue de la République, parce qu'il ne faut pas qu'une partie des agents se sentent non concernés par les élections. Le gouvernement, en 2016, nous a dit qu'ils avaient des élections politiques à organiser. Vous le savez qu'en 2013, en 2016, il y avait, est-ce qu'on doit organiser les élections ou pas? Et la crise est née, finalement, c'était les dialogues, et ils nous ont dit, nous ne pouvons pas organiser les élections sociales tant qu'on n'a pas organisé les élections politiques. Qu'est-ce que nous faisons, nous syndicats? Il y a déjà 2 élections passées. Mais attendez, j'avais arrivé, madame. On arrive en 2018, il y a eu élection politique. Oui. Nous demandons qu'on nous organise les élections. Une crise naît dans la coalition FCC-CACH. Et nous faisons quoi? Nous demandons les élections. Non, laissez-nous d'abord régler cette question. Les lettres on peut vous remettre les copies. On peut vous remettre même le protocole d'accord des dialogues que nous avons dit avec le gouvernement où nous exigeons d'organiser les élections. Parce que nous ne devons pas être là comme si nous ne voulons pas les élections. C'est le gouvernement qui nous répond. Bon, terminé, l'union sacrée créée, maintenant on peut organiser les élections. Vous le savez, madame. Nous ne pouvons pas organiser les élections aujourd'hui parce qu'on nous a dit laissez-nous organiser les élections politiques parce qu'il ne nous reste que 2 ans. Et en 2023, on a eu les élections politiques. Nous avons eu les élections politiques, finalement, c'est la naissance de M23 et de FCC. Comment ça s'appelle? AFC. AFC. Qui doit organiser les élections? Et où? Parce que les gens parlent pour parler, madame. Attendez, s'il vous plaît, malgré il y a
il y a la guerre à l'Est, Oui. mais on a quand même rémunéré, on a quand même motivé les joueurs. Mais vous, est-ce que vous avez quand même manifesté cette volonté-là que j'insiste, en tant que travailleur, en tant que président des syndicats? Parce que quand nous partons à la DGI, à la DGRA, il y a les gens peut-être qui n'arrivent pas à parler si on sait que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Madame, je vais vous arrêter. Ça laisse à désirer de voir comme si vous êtes complice par rapport à ça, ça vous achante de demeurer comme ça. Madame. Il y a même quelqu'un qui a dit que nous avons besoin de le Congo et ça les maté. Madame, ça c'est parler comme l'homme de la rue. Ceux qui disent ça n'ont pas les soucis du Congo. Où sont les travailleurs qui étaient élus à Goma et à Bukavu? Ils sont où aujourd'hui? Les délégués qui ont des mandats, ils sont où aujourd'hui? Ils sont à Beni, ils sont à Kinshasa, ils sont à Kampala, ils sont dans les camps de réfugiés, ils sont à Bujumbura. Comment vous allez les retirer le mandat? Il ne faut pas qu'on parle pour parler. Comment vous allez faire pour renouveler leur mandat? Et aujourd'hui, si l'élection doit être organisée à Goma, qui les organise? Mettons-nous d'accord, madame. Si on doit organiser les élections aujourd'hui à Goma, Bukavu, ainsi de suite, qui les organise? La rébellion. Ça veut dire nous participons, nous apportons de l'eau au moulin des rebelles pour la partition du pays. Je ne le ferai pas. Je l'ai dit à la première ministre, je l'ai dit au ministre du Travail et au ministre de la Fonction publique. Il n'y aura pas d'élection sociale tant que les travailleurs sont encore dans des frustrations. Ils ne savent, ils sont divisés de leur famille. Les délégués n'ont pas leur mandat. Il y en a qui sont ici, délégués de Goma. C'est Régis des eaux Goma. Mais lui, il était élu délégué là-bas. Il est ici à Kinshasa. Vous allez faire comment quand vous devez organiser les élections? Mais qui organise les élections maintenant? Là, dans cette partie-là. Qui va organiser les élections? La rébellion? Je suis conscient qu'à la DGI, par exemple, les mandats, les délégués qui sont là ont 22 ans de mandat. Ce n'est pas normal. Le mandat d'un délégué syndical est de 3 ans. Nous cherchons à ce que nous puissions passer à 5 ans. Mais au moins le mandat est de 3 ans. La délégation syndicale qui est à la DGI a été élue en 2004. C'est-à-dire qu'en 2007, on devrait avoir les élections. En 2010, on devrait renouveler les élections. Ainsi de suite. Mais c'est l'employeur qui est le pouvoir organisateur. La DGRA, les dernières élections, ceux qui sont là, ils ont été élus en 2007. Aujourd'hui, nous sommes en 2026, ils ont 19 ans de mandat. C'est anormal. Mais il ne faut pas oublier les circonstances qui traversent le pays. Moi, je ne suis pas prêt, moi, de demander au gouvernement d'organiser les élections aujourd'hui dans la partie non occupée et que de l'autre côté, les rebelles, eux aussi, organisent. Je ne suis pas prêt à accompagner la rébellion. Vous n'êtes pas prêt à demander ça, mais cependant que les choses ne font que chambouler. Mais ça, c'est comme ça que nous demandons, nous accompagnons les chefs de l'État. Nous les soutenons pour que notre pays recouvre sa paix, que tout le monde soit dirigé par Kinshasa. Parce que comment est-ce que vous allez faire? Imaginez-vous, mettez-vous à ma place. Kinshasa, le directeur général de la régie des eaux, organise les élections. C'est lui que les rebelles ont nommé à Goma, organise aussi les élections. Moi, je veux participer à la partition de mon pays. Je ne le ferai pas. Nous, même si on venait de dire, on peut raconter tout ce qu'on veut. Les chiens à bois, la caravane. Non, pas les chiens à bois. Je veux que tout le monde ait la tête froide. Les élections sociales, nous les aurons. Mais nous devons les avoir sur toute l'étendue de la République. Celui qui vous dit ça, il est content d'être à Kinshasa. Parce qu'il n'a pas sa femme, il n'est pas séparé de sa femme, il n'est pas séparé de ses enfants.
C'est comme ça qu'il a le courage, il mange, il a bien mangé, il vient parler. Mais moi, je pense à ceux qui sont à l'Est, qui sont divisés de leur famille. L'homme est à Kinshasa, la femme est à Bujumbura. Qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas de l'ironie que vous faites là. Ce n'est pas de l'ironie, madame. Alors, à quand les élections pour de nouvelles entreprises? Attendez, madame. Là, je vais encore arriver. Allez-y alors. Vous savez, au Congo, nous avons la mémoire courte. Les élections dans les établissements publics, dans les entreprises et établissements de toute nature, ceux qui sont organisés par le ministère du Travail, ont-ils lieu quand? En 2023. Nous sommes en 2026. C'est 3 ans. On devrait avoir les élections. Vous devez avoir peur de quoi? Parce que même quand on a organisé les élections en 2023, dans les établissements et entreprises de toute nature, c'est mon syndicat qui est sorti majoritaire. Moi, je vais avoir peur des élections parce que je crains quel syndicat qui peut affronter la CSC. Ce n'est pas la folie des vendeurs. Non, c'est notre savoir-faire. Les travailleurs ne nous donnent pas la confiance, ne nous accordent pas les voix, ne nous accordent pas l'attention parce que la CSC est grande. Non, c'est par notre travail. Madame, vous avez suivi quand même notre lutte pour les SMIC. C'est ça que les travailleurs ont besoin. Ils n'ont pas besoin des discours de la rue. Oh non, les élections. Non, d'abord, qu'est-ce que tu veux qui est élection? Parce que tu veux faire quoi pour les travailleurs? Qu'est-ce que tu veux faire pour les travailleurs? Pour venir dire non, écoutez, votez mon syndicat, quand j'aurai les cotisations, on va commencer à se les partager par deux. C'est ça votre plan de société que vous avez pour les travailleurs. Dans l'administration publique, on peut bien dire que nous avons 13 ans de mandat. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Madame, nous avons trouvé l'administration publique où? Les agents et fonctionnaires, nous les avons trouvés où? Gérés par quelle loi? Quand nous, on prenait le pouvoir de diriger les agents publics de l'État, nous les avons trouvés en train d'être gérés par quel texte? Un texte de 1981, qui était même en contradiction avec notre constitution votée en 2006. Ça, c'est le départ. C'est notre première action à la tête de l'INAP. Nous nous sommes battus, bec et ongle, pour que l'on ait la nouvelle loi portant statut des agents de carrière des services publics de l'État qui se conforme avec notre constitution. Madame, je vais encore vous dire quoi? Nous avions trouvé à l'administration publique les agents qui avaient le système de pension octroyé. Vous savez ce qu'on donnait à chaque agent quand vous sortez à la retraite? On donnait combien? Et que vous aviez eu à remédier à cette situation? Madame, on donnait $500. Et quand vous avez fait autant d'années, l'indemnité de sortie, si vous êtes secrétaire général, c'est $2000. Si vous êtes huissier, vous avez $500. Et chaque mois, vous venez, on vous donne 8 000, 5 000, 10 000. Le secrétaire général qui sort comme émérite, on lui paye 20 000 francs à la fin du mois. Et quand vous êtes arrivé, pouvez-vous trouver ça d'abord normal, madame? Et quand la CSC prend la direction de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, nous avons dit non, plus question de la pension octroyée. Et nous sommes passés à la pension contributive. Et pour y arriver, nous avons obligé le gouvernement. Le premier ministre à ce moment, à cette époque-là, s'appelait Matata. Nous l'avons obligé de créer ce qu'on appelle aujourd'hui la CENSA. C'est notre œuvre. Nous ne voulons pas nous enorgueillir, madame. Et aujourd'hui, nous avons discuté avec le gouvernement. Quelqu'un qui a passé 40 ans en train de servir le pays, vous ne le payez pas. Lorsqu'il doit partir, $2000, c'est une insulte. Vous êtes pire que les rebelles. Aujourd'hui, demandez, quand un secrétaire général doit partir à la retraite,
qu'est-ce qu'on lui paye? Les sacs de millions, combien? Il n'a pas moins de 20 000 $. Alors, répondez à ma... Non, madame, je vais d'abord terminer parce que les gens viennent vous raconter beaucoup de choses que moi, Mais on vous donne le temps de vous déballer, parler. Oui, c'est ce que je vous dis. Hein, madame? Et aujourd'hui, la CENSA paye combien à celui qui part à la retraite, selon les grades? Le secrétaire général n'a pas moins de 2 millions par mois de francs congolais. Et l'huissier n'a pas moins de 120, 130 000. Là où il avait 5 000 le mois quand il est à la retraite. Qu'est-ce qui viendra faire un bilan mieux que la CEC à la tête de la... Est-ce que vous prenez quand même le temps de faire le suivi, c'est respecté? Mais bien sûr, moi-même je suis la situation à la CEC. Je ne reste pas dans mon bureau pour dire que bon, tout est fait. Non, madame. Nous sommes sur le terrain. Si je suis à mon bureau aujourd'hui, c'est parce que j'avais rendez-vous avec vous, je venais d'arriver, je commence jamais le travail ici, je ne termine pas ici. Madame, vous savez, je vais vous dire une chose. On a fait beaucoup de choses pour les agents et fonctionnaires et pour les travailleurs. Et pourquoi les agents réclament toujours, les travailleurs réclament? Non, ils réclament toujours parce que le salaire qu'on donne, nous n'avons pas encore donné le salaire qu'il faut aux fonctionnaires. C'est comme ça que nous, les chefs de l'État, ayant ouvert la porte de la politique salariale, vous nous voyez réclamer la commission paritaire pour que nous puissions adopter ça et qu'on applique ça à partir de 2027. On a tout fait pour les fonctionnaires, sauf qu'on n'a pas encore donné un salaire qu'il faut à l'agent public de l'État. C'est ça qui nous manque. Et cette réponse-là doit venir avec la politique salariale. Madame, vous savez, alors que nous n'étions pas à la commande de l'intersyndicale nationale du Congo, combien d'agents publics de l'État étaient payés? En arrivant, nous avons trouvé combien? Pas moins de 100 000. Vous avez résolu ce problème d'effectifs? Je vais arriver, madame. On a trouvé moins de 100 000. Sur les 1 million d'agents publics de l'État, des agents et fonctionnaires qui travaillaient, on a trouvé moins de 100 000 qui étaient payés. Moins de 100 000. Et nous nous sommes battus avec les ministres qui ont compris les soucis, notamment Jean-Pierre Liao. Je dois les citer. Parce que quand vous faites quelque chose de bien, on doit vous encourager. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 470 000 agents publics qui sont payés en salaire mensuellement. Nous sommes arrivés à la fonction publique, à la tête de cette intersyndicale. Madame, il y avait des centenaires qui travaillaient, des nonagénaires qui continuaient à travailler, des octogénaires. Aujourd'hui, on va poser la question s'il y en a encore. C'était anormal. Quelqu'un qui a 100 ans, il vient au travail. 90 ans, il vient au travail. Déjà mort. 80 ans, il vient au travail. 70 ans, il vient au travail. Nous avons dit non, on doit commencer la mise à la retraite. Que les gens ne viennent pas vous raconter, s'ils veulent venir prendre la présidence de l'INA pour croire que c'est vraiment quelque chose. Non. Moi, il n'y a aucune question qui concerne le travailleur qui me choque ou les fonctionnaires. Non. Toutes les questions sont permises. Mais seulement que je vous fais savoir que quand les gens viennent vous voir, demandez-leur d'abord ils sont de quelle formation syndicale. Parce que moi, je devrais commencer par là, madame. Je ne suis pas un syndicaliste parvenu. Non. Vous avez brigué des échelons. Je ne suis pas un parvenu au monde syndical, non. Et je ne suis pas là parce que moi, je l'ai voulu, non. Hein, madame? J'ai commencé l'activisme syndical en 1993. J'étais travailleur dans une banque. Et je vais taire le nom. J'étais travailleur dans une banque. J'étais militant de la CIC. Alors, répondez à cette question. Non, je vais répondre, madame. D'abord, c'est que c'est bien que... Vous savez l'heure. Madame, c'est bien que vous puissiez comprendre qui je suis. Moi,
Je suis un rejeté, un sacrifié pour les travailleurs. En 1993, j'ai commencé comme militant au syndicat. Et les travailleurs de la banque m'ont élu comme délégué. Vous avez quand même eu gain de cause. Et j'ai été élu délégué, pas n'importe quel délégué, président de la délégation syndicale nationale. Et à la fin, on m'a chassé. On m'a demandé d'aller défendre les travailleurs dans la rue. Je suis parti tête haute. C'est comme ça que la CSC m'a récupéré comme permanent syndical en 2003. Et j'ai gravi tous les échelons que vous pouvez imaginer. Permanent, dirigeant d'une fédération, secrétaire général et aujourd'hui président de la CSC. Donc, je ne connais pas, la corruption n'est pas mon allié. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le dialogue social, c'est de faire un partenariat gagnant-gagnant avec les employeurs comme le gouvernement. C'est ça qui est important pour nous. C'est notre travail qui fait de nous un grand syndicat. Vous allez faire travailler des nouvelles entreprises qui n'ont pas encore de syndicats. Oui, ça, ce n'est pas à moi de répondre à la question. Nous sommes, la CSC est divisée en fédérations. C'est chaque fédération dans chaque province qui doit répondre. Parce que... En tant que numéro 1, vous devez aussi booster. Votre impulsion aussi est nécessaire. Non, je peux te parler d'une façon générale. Oui. Les secteurs de banque n'ont pas encore accepté les syndicalisations, la syndicalisation de leurs travailleurs, par exemple. Il n'y a que la Banque centrale qui est une banque officielle qui organise les élections. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas de syndicats à leur sein. Et ça, ce n'est pas notre travail. Ça, c'est le travail de l'inspection du travail qui doit aller obliger les entreprises à organiser les élections syndicales. Le code du travail ne me donne pas ces pouvoirs-là. Monsieur Fidel Kiandi, oui. Quand j'entends parler, vous donnez une bonne impression de venir vraiment refonder ces grands syndicats, des paroles vraiment lumineuses. J'aimerais poser une question, que cela ne vous gêne pas. En tant que président de la Confédération syndicale du Congo, vous bénéficiez de certains avantages. En tant que, comment je vais dire, homme du peuple, c'est ce qui vous fait impression. Un homme qui veut vraiment cette refondation-là. Est-ce que vous êtes prêt aussi à partager vos avantages avec vos collaborateurs? Ça, c'est une question que vous devriez poser à mes collaborateurs de la CSC. Parce que vos prédécesseurs eux-mêmes ont bénéficié de tous ces privilèges. Aux conseillers économiques, conseillers du ministère du Travail, machin. Est-ce que vous êtes prêts aussi à partager vos avantages avec vos collaborateurs? Vous dites que non, bon, je préfère peut-être être au conseiller économique, mais conseiller du travail, je laisse la place à monsieur Fils. Madame, c'est comme ça que je disais que j'aurais souhaité que les membres de la CSC vous répondent. En tant que président de la CSC, je devrais être conseiller économique et social. Mais j'ai désigné un membre de la CSC. Ah, félicitations. Et puis j'ai désigné une femme. Une femme. Comprenez? En tant que membre et président de la CSC, je devrais être au comité de suivi des emplois des étrangers. Je ne suis pas allé. J'ai désigné un membre de la CSC. Mais quand même, vous allez tirer les dividendes. Non, madame. Vous êtes là, mais c'est pas comme ça. Non. À la CSC, ça ne se passe pas comme ça, madame. Ça se passe. Non. Vous pouvez aller poser la question. Vous faites les seins? Oui. Je fais les seins, madame. Vous pouvez poser la question à madame Ezé Atoum, qui est vice-présidente de la CSC, que j'ai envoyé au Conseil économique et social. S'il m'a déjà donné même 1 franc de ce qu'elle puisse faire. Je n'en ai pas besoin. Mais elle a l'obligation de donner un pourcentage à l'organisation et ça rentre dans la comptabilité de la CSC. C'est aussi ça la refondation de la CSC. C'est ça la vérité, madame. Je ne vais pas venir vous dire que je vais refonder la CSC alors que moi-même je ne suis pas prêt à changer. Non,
Ça ne peut pas se faire comme ça, madame. Là, la CSC aujourd'hui, c'est la transparence. On peut t'envoyer n'importe où. Tu touches, ce que tu touches, c'est pour toi. Mais il faut que tu rétrocèdes ce qu'il faut à l'organisation. Parce que c'est un poste que tu n'as pas gagné parce que tu étais plus intelligent, parce que tu es venu avec des chez toi à la maison. Non, c'est un poste que tu occupes parce que l'organisation t'a envoyé. Et que si tu touches quelque chose, tu dois venir rétrocéder à la CSC. Je veux que nous parlons sur la sous-traitance. La sous-traitance, madame, je vais vous dire tout de suite, cette question, que ce soit la sous-traitance, que ce soit les sociétés de placement pour la CSC, au Congo, ça doit fermer. Ça ne doit plus exister. C'est un banditisme. C'est même plus pire que la rébellion. Voire même nos frères qui travaillent chez les expatriés, surtout ceux qui font la sécurité. C'est ce que, madame, il faut suivre les activités de la CSC. Nous avons tenu plusieurs points de presse, plusieurs conférences de presse. Nous avons même organisé dernièrement une restitution des travaux, les travaux du Conseil national du travail. Et nous nous sommes prononcés sur ça. Madame, vous savez, je vais même revenir sur ce que vous appelez avantage. En tant que président de l'ENAP, je devrais être aussi conseiller et membre du conseil d'administration de la CSA. Mais je ne suis pas allé. J'ai désigné un ami qui n'est pas membre de la CSA, qui est là comme administrateur. Il faut que le pays change. Quand nous disons que le pays doit changer, la gestion doit changer, le leadership doit changer, ça ne doit pas commencer seulement chez les chefs de l'État, ça doit commencer par la famille. La famille, et vous venez dans les quartiers. Les quartiers, vous venez au niveau de la province, de la commune, et au niveau de nos structures. Nous sommes les descendants de Boboli Kolokonga, qui nous a dit comment faut-il gérer une... Attention, hein. Par rapport à Boboli Kolokonga, on l'avait aussi surnommé Bouka Bango le Kouta. Non, ça c'est Mobutu qui l'avait dit, ce n'est pas lui. C'est Mobutu qui le dit, qui lui demande de tromper. Ce n'est pas Boboliko en tant que chrétien convaincu qu'il était, qui se met debout parce qu'à ce moment-là, il ne faisait plus partie du monde social, il était parti dans le monde politique. C'est comme ça qu'en 1790, lorsque Mobutu décide du pluralisme syndical, Boboliko a refusé de reprendre la tête de la CSC. Il était clair. C'est mon syndicat, mais moi j'ai déjà versé dans la politique, je ne peux plus venir faire le social. Et voilà, aujourd'hui on constate un retard de paiement de fonctionnaires. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que le pays n'a pas de moyens. C'est la réponse que je vais vous donner, madame. Nous sommes devant ce qu'on appellerait croisées des chemins. Qu'est-ce que vous voulez que le pays dise? Les agents me demandent, président, parlez. Madame, même chez vous, lorsque vous vous disputez avec votre mari et que quelqu'un de l'extérieur vient amener la bagarre à la maison, vous devez d'abord arrêter votre combat, vous mettre ensemble pour bouter celui qui vient dehors. Qu'est-ce que nous faisons? Nous acceptons malgré nous ces retards qui se constatent dans le paiement des agents et fonctionnaires de l'État. C'est malgré nous que nous acceptons ça. Ce n'est pas une bonne chose. Mais lorsque le gouvernement vous dit que acceptez les retards parce que nous avons des priorités, le pays est en guerre. Nous ne sommes pas dans une situation normale. Vous faites quoi? Vous dites non, malgré la guerre, nous venons avec les discours, les diabellos, nous allons commencer à monter les biceps. On va se moquer de nous. Monsieur... Nous allons apporter de l'eau au moulin des rebelles qui vont dire, bon, quand nous disons que là-bas, ça ne va pas, vous ne voulez pas prendre. Vous voyez, les syndicalistes avec les travailleurs sont dehors. Donc vous faites le manœuvre du gouvernement. Nous ne faisons pas les manœuvres du gouvernement. Je ne couvre pas le gouvernement, je couvre mon pays. Je n'ai qu'un seul pays, je n'ai pas deux nationalités.
Je n'ai qu'un seul pays qui est le Congo. Cette situation-là ne peut pas... Vous savez, nous réclamons les salaires ici à Kinshasa. Où nous sommes, nous réclamons les paiements tardifs des salaires. Mais ceux qui sont à l'Est réclament quoi? Les libérations entre les mains des rebelles. Vous choisissez quoi, madame? Dites-moi, qu'est-ce que vous allez choisir? Je ne sais pas si vous étiez à ma place, vous allez choisir. Malgré ça, vous défendez le gouvernement, mais nous savons tous. Je ne défends pas le gouvernement. Il y a des choses faramineuses qui sortent peut-être pour des salles des hommes. Ça, c'est leur problème. Moi, je ne suis pas là. Nous, on ne nous paye pas avec l'argent volé. Nous, on doit nous payer avec l'argent qui entre dans le trésor public. L'argent voté à l'Assemblée nationale, par le Parlement. C'est dans cette enveloppe-là que doit venir nos salaires. Ce n'est pas dans des enveloppes que les gens volent selon vous, que les gens sortent comme ils veulent. Ce n'est pas notre problème. Là, en tant que citoyen, nous pouvons interpeller le gouvernement. Parce que je suis aussi citoyen. Je ne suis pas d'abord syndicaliste, je suis d'abord citoyen congolais, qui a des droits. Mais c'est ça la vérité, madame. La vérité n'est pas, ah non, ils volent, comment nous, on ne nous paye pas. Est-ce qu'on devrait nous payer avec l'argent qu'ils ont volé? Quel est votre défi? Mon défi? Oui, oui. Mon défi, c'est de voir les travailleurs et les fonctionnaires congolais être bien rémunérés, avoir des rémunérations qui leur permettent de bien se nourrir, de bien se loger, de bien prendre en charge les soins médicaux de leurs enfants et de bien faire étudier leurs enfants. C'est ça mon défi. Que les travailleurs congolais et les fonctionnaires congolais puissent avoir cette rémunération-là. Quand ils auront cette rémunération-là, nous n'aurons pas autant de candidats à la députation nationale. Pour 500 places, on a 24 000, on a 25 000. Parce que la politique est devenue une carrière, alors que ça ne devrait pas l'être. Mais si chacun de nous, si on paye à chaque Congolais un salaire qui lui permet de bien se vêtir, de bien se loger, de bien se nourrir et de bien se faire soigner, madame, c'est ça mon défi. Nous tendons vers la fin de l'émission, mais une question m'est venue à l'esprit. Nous avons vu une nouvelle construction, un immeuble là. C'est qui les bailleurs de fonds? Un immeuble? Oui, du syndicat, non? Ah, sur l'avenue Kassafou, au croisement avec commerce. On sent déjà le confort. C'est qui les bailleurs de fonds? Non, c'est la CSC. Bon. Oui. C'est la CSC, c'est la Confédération syndicale du Congo. Nous avons des cotisations de nos membres. Et c'est notre terrain. Il y avait quand même un autre bâtiment dont vous avez eu à démolir. Oui, on a démoli ça parce que c'était mal construit. C'est ça la vérité. C'était mal construit. Il n'y avait pas de base qui pouvaient soutenir. Je veux dire comme une quinoise aux avantages. Je ne suis pas vantard. Je vous dis vrai que les bâtiments étaient mal construits. Nous avons pris la résolution de signer un partenariat avec ceux qui ont les moyens, notamment un sujet libanais qui a accepté de construire et nous avons signé un partenariat parce que nous voulons être dans des conditions de travail voulues. Ce n'est pas parce qu'on est syndicat qu'on doit demeurer d'ailleurs. Là, c'est l'occasion pour nous de dire grand merci à nos amis. J'ai en face de moi aussi un journal de votre syndicat, Notre Lutte. Qui finance ça? C'est toujours votre confédération? Je voulais d'abord terminer, madame. Je remercie la CSC ACB de Belgique, avec qui nous sommes en partenariat pour nous avoir cédé ce terrain-là. Parce que ce n'était pas nous qui avons acheté ça avec notre argent, c'est la CCACB de Belgique qui nous a cédé le terrain. Et nous cesserons de les remercier. Et maintenant, nous avons signé un partenariat. On nous construit les bâtiments et nous allons travailler décemment et les travailleurs congolais doivent être honorés. Vous avez vu les bâtiments, ils comportent 12 niveaux. Vous pouvez aller compter si vous pensez que je mens. Mais ce n'est pas que nous recevons l'argent de qui que ce soit, non.
Non, 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 non. Nous ne recevons rien du gouvernement congolais. Alors, par rapport au journal? Le journal, c'est financé par les travailleurs de la CEC. Madame, nous avons des cotisations que nous recevons de nos membres. Cet argent-là, nous ne prenons pas tout et nous bouffons. Non. Nous payons des salaires et nous faisons ce que nous devons faire pour sensibiliser les travailleurs, que ce soit de l'économie formelle comme l'économie informelle. C'est avec ces cotisations-là que nous les sensibilisons. Nous les réveillons. Nous prenons en charge leurs droits et avantages pour les défendre auprès des employeurs et auprès du gouvernement en ce qui concerne les fonctionnaires. C'est ça la vérité. Monsieur Fidel Kiyangui, regardez la caméra. Oui. Adressez-vous au public votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est de demander aux travailleurs congolais, aux agents et fonctionnaires congolais de croire à la CEC. C'est ça mon mot de la fin. Que les fonctionnaires et les travailleurs congolais puissent continuer à croire à la CEC. Comme nous le disons dans notre slogan, la CEC, c'est leur assurance. La CEC, c'est leur avenir. La CEC, c'est leur syndicat. Et qu'ils puissent continuer à croire, et la CEC va continuer à faire ce qu'il faut pour que leurs conditions de vie et de travail changent. C'est ça mon mot de la fin. Nous ne céderons à aucune pression. Nous ne céderons à quoi que ce soit pour la défense des masses laborieuses. D'ailleurs, nous le disons dans notre slogan, notre travail, c'est défendre les autres. Nous ne sommes là que pour défendre leurs droits, pour rechercher leur bien-être, et nous continuerons à le faire jusqu'à ce que nous obtiendrons ce qu'il faut. Mais il faut savoir que les besoins sont illimités, mais les moyens sont limités. Pour autant que les besoins naîtront auprès des travailleurs et des fonctionnaires, nous continuerons à chercher des moyens pour que ces besoins soient couverts. Voilà ce que nous pouvons dire. Monsieur Fidel Kiyangui, c'était pour nous un honneur de vous recevoir sur le plateau. Merci beaucoup, madame la journaliste. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien avec le président de la Confédération syndicale du Congo, CEC, M. Fidel Kiyangui. Avec lui, on a discuté sur les questions qui dérangent les travailleurs, sur sa vision et puis sur d'autres sujets. Merci à M. Fils Kofoulou, merci à M. Hilaire Vimide, merci à Jacques Men. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Pourquoi pas que Dieu bénisse la CEC. Au revoir, Inch'Allah.